on a parlé de ce projet, on était 3-4 dans son bureau et je leur dis ce que je veux faire. Et il y a un mec qui dit c'est impossible. Je voulais pas être le con qui filme le mec qui vend des pizzas à l'extérieur du stade le jour de la finale, tu vois. Et là, les gars, ma vie a changé parce que je me suis dit, je voyage en business, j'ai une super chambre d'hôtel. C'est pas le matos qui compte, c'est le mec qui fait les trucs. Ah, j'étais en survêt et tout, mais j'étais staff incognito. Et j'avais pas le droit de filmer. Mon cerveau, il peut pas ne pas y aller. Parce que je te jure, je dors pas 5 jours après derrière. T'as pas peur du tout que Zidane se retourne Et qu'est-ce qu'il va faire? Stéphane, bonjour et du coup, bienvenue. On se retrouve pour l'exposition de Why Always Lodge, France 98. Ouais. À cette occasion-là, on voulait savoir un peu plus sur qui tu étais. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas? Stéphane Meunier, je suis producteur de télévision, réalisateur, ancien journaliste, reporter. Du coup, nous, forcément, on te connaît pour tes photos, pour tes réalisations. Aujourd'hui, moi, j'aimerais savoir un peu plus d'où tout ça a commencé. Comment est-ce que tu étais déjà photographe de base? Comment la photo est venue à toi? J'ai toujours aimé la photo, mais alors moi j'ai 65 ans, donc forcément quand tu me poses une question, c'est des réponses longues parce que c'est traversé de plein d'étapes et en fait tu te rends compte que dans la vie, il y a des choses t'amènent aux choses. Moi, à la base, je voulais dans ma vie provinciale, j'étais à Lyon. À ce moment-là, hein, j'ai pas vécu trop longtemps à Lyon, mais à ce moment-là, j'étais à Lyon. Mon ambition, c'était m'en sortir. Quand je dis m'en sortir, c'est j'avais pas beaucoup de perspectives, de trajectoires toutes fixées. Et j'avais qu'une envie, c'était voyager, bouger, sortir de là où j'étais. À la base, mon rêve, c'était d'être journaliste. Parce que je me disais, journaliste, tu voyages, tu rencontres le monde et tout ça. Et j'ai commencé la photo à l'école. Il s'est passé plein de trucs qui m'ont amené à faire des photos, notamment. Et la première fois que j'ai filmé et fait des photos, c'est au Liban. Voilà, où je suis parti avec l'armée. C'est con, hein, mais nous, à l'époque, on faisait l'armée. Et moi, je suis parti pendant 7 ou 8 mois au Liban et il y avait une caméra et j'avais un appareil photo. Et j'ai fait plein de photos. Et ça correspondait à mon envie de bouger, de voir le monde. Et là, j'étais dans le réel. Là. sur le terrain. J'étais sur le terrain et ça me plaisait vraiment. Et je filmais et je faisais des photos. Et c'est devenu utile pour là où j'étais. Ouais, je faisais des photos après, pas des photos pour l'armée, mais filmer aussi pour l'armée et tout ça. Et donc, ça me plaisait beaucoup. Après, ça m'a amené à une école de cinéma, parce que je me suis rendu compte que les années de fac que je perdais, que je ratais, hein, il valait mieux que je les transforme en un apprentissage qui allait me plaire vraiment. C'est pour ça que je dis toujours, et à mes enfants et aux jeunes et tout, tu t'en fous de ce qu'on te dit, fais à fond là où tu es bon. Fais à fond là où tu penses que tu vas être fort. C'est comme au foot. À l'école, on dit, t'es mauvais à ça, t'es mauvais à ça, t'es mauvais à ça, t'es mauvais à ça. Au foot, on te dit, travaille tes points forts. Si tu as un super pied gauche, on s'en fout, ton pied droit, laisse-le chez toi. De toute façon, voilà, travaille tes points forts déjà. Et donc, ben, moi, je suis parti en école de ciné. Et là où j'étais fort, c'était la caméra de reportage, en fait, en gros, à ce moment-là. La narration sur le terrain. J'ai pas fait de cinéma à l'époque, je voulais faire du reportage. Petit à petit, je saute un peu les étapes, j'étais diplômé et tout. J'ai fini par arriver par le reportage et le terrain à l'agence CAPA, qui était une agence de presse, qui est maintenant une grosse boîte du groupe TF1, mais à la base, c'était une petite agence de presse, une boîte qui démarrait, et où on travaillait beaucoup pour Canal+. On faisait des choses longues, mais sur le news, sur l'actu mondiale vive. Par exemple, le mur de Berlin tombait, tu partais dans la foulée. Direct, tu partais. Il y avait un tremblement de terre dans la montagne en Turquie, tu partais dans la montagne. Tu pensais pas là où tu allais dormir, comment tu allais voyager, tu partais, tu filmais, tu filmais. Ça, c'était super, c'était hyper formateur. J'ai un peu fait de photos, mais j'avais beaucoup d'amis photographes. Parce qu'en fait, je viens d'une époque où la photo de reportage, elle est mythique, c'est-à-dire les agences Gamma, Sigma, SIPA couvraient tous les gros conflits, la guerre du Vietnam, la guerre du séjour. Et moi, j'étais ado et je voyais les mecs partir au Vietnam et je me disais, mais moi aussi, je vais aller au Vietnam. Et c'était les photographes qui faisaient ça. C'était mythique. Tu avais une carte de crédit en plastique, tu louais une voiture et tu te retrouvais au fin fond du Vietnam. Quand même kiffant, quoi. C'était une vie d'aventure. Et moi, j'avais envie de cette vie d'aventure. Voilà. Du coup, moi j'aime bien un auteur qui s'appelle Hunter Thompson, je pense que tu connais peut-être.
C'est quelqu'un qui a écrit Rome Express, qui a fait Las Vegas Parano. Oui. Et en fait, ce reporter, lui, en gros, il incarne le gonzo, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est que tu vis, au lieu d'écrire un article de l'extérieur, c'est que tu rentres dans le monde dans lequel tu dois rédiger ton article et tu vis ça. Ce que tu as fait avec les yeux dans le bleu, c'est un peu ça. Et en fait, c'est un peu la retranscription finalement de ce que tu nous décris avant, comme par exemple, il y a un tremblement de terre en Turquie, bam bam, on y va, on va vivre le truc et on l'explique de l'intérieur. C'est un peu ça en fait que tu nous expliques là un peu. Il me semble que tu as Bah, il y a cette- une volonté en tout cas d'être vraiment au cœur du truc, quoi. Ouais, être dans l'immersion des choses qui se passent. Ça, c'est ce que Kappa m'a donné, appris, transmis, voilà, avec les gars avec qui j'étais à l'époque. C'était super, on était une équipe, c'était super. Et ensuite, il y a eu un moment donné où, j'ai senti le besoin vital d'arrêter, enfin de plus prendre ces risques-là. J'avais 2 enfants qui étaient tout petits, tout ça, et je sentais bien que les choses étaient parfois sur un fil. Et Canal, à ce moment-là, m'a proposé d'aller faire les Jeux Olympiques d'Atlanta. Et là, les gars, ma vie a changé parce que je me suis dit, je voyage en business, j'ai une super chambre d'hôtel, je suis habillé par Canal+, je suis payé 3 fois ce que j'étais payé. Et je croise Marie-Josée Pérec dans les couloirs du stade en train de faire de la sophrologie et du yoga juste avant d'aller gagner la médaille d'or du 200. J'ai dit, ça, c'est fait pour moi. Et là, je me suis dit, c'est trop bien, le sport, c'est blindé d'émotions. Tu es dans le stade olympique, tu es avec l'équipe de France des barjots du handball. Enfin, toi, tu es dans des trucs. Et puis, c'est que des sentiments ultra positifs, même si c'est la compète, c'est dur, ces trucs et tout. Rien à voir avec. Mais ça veut dire que de base, tu n'avais aucun lien avec le sport en général? Non, ou non. c'était- Ok. Non. C'est venu vraiment à travers. À travers les Jeux Olympiques et cette proposition de Canal avec qui je travaillais beaucoup, qui me proposait de travailler sur l'immersion et les coulisses de cet événement. Ok. Immersion, coulisses. Ils ne m'envoyaient pas pour présenter des missions, hein. Et donc, c'était pour travailler sur l'immersion, les coulisses avec les sports de Canal. Et c'était super. C'était une super équipe. C'était à l'époque de Bietri. Voilà, c'était des gens qui étaient très forts et ils le sont toujours dans l'événement sportif. Et moi, j'ai kiffé apprendre avec eux l'événement sportif et amener ma patte sur ce que je savais faire. Et quand la Coupe du Monde est arrivée 2 ans plus tard, Canal m'a reproposé de travailler la Coupe du Monde. Et là, l'idée, elle était simple, c'est quand il me proposait de travailler sur les coulisses de la Coupe du Monde. Mais moi, les coulisses de la Coupe du Monde, ça m'éloignait de la Coupe du Monde. Et moi, la Coupe du Monde, j'avais prévu un truc, c'était chez moi ou chez mes potes avec des bières et à regarder les matchs. Donc moi, je voulais pas tout louper. Alors, je voulais pas être le con qui filme le mec qui vend des pizzas à l'extérieur du stade le jour de la finale, tu vois. Ouais. Et tu vois pas la finale. Tu es le seul qui voit pas la finale. Laisse tomber. Là, du coup, tu as fait plus Du fort. coup, T'as j'ai vécu dit, la finale. le meilleur endroit, c'est dans... Alors, après, il y a aussi, j'ai des influences, c'est-à-dire que j'avais vu des films. J'ai un film qui m'a vachement marqué en termes de sport, c'est When We Were Kings. When We Were Kings, c'est les championnats du monde de boxe entre Mohamed Ali et Cassius Clay. Et George Foreman à Kinshasa, au Zaïre, c'est les championnats du monde. Ouais. Et c'est les images mythiques de Mohamed Ali, qui est un jeune boxeur ouf à l'époque, et il y a des images qui ont été reprises par la pub et tout ça, qui sont géniales. Et moi, j'ai vu ce film, la musique, elle est super. Il est culte, le film est culte. Et là, t'es dans la boxe. Et en plus, la boxe, avec un mec comme Mohamed Ali, la boxe, C'est un art. tu vois, c'est une panthère, et tu vois, c'est viscéral, quoi. Et donc là, je me suis dit, mais moi, je veux faire un truc, mais à ça des joueurs. Mais du coup, c'était une volonté de ta part, parce que du coup, de ce que tu nous expliques, Canal t'avait booké pour être dans les coulisses de la Coupe du Monde, et c'est toi qui as demandé justement d'être rattaché à l'équipe. Ça change pas grand-chose, mais oui. Parce qu'en vérité, j- c'est toujours une composition de plein de choses, une réussite. C'est une réussite, oui, c'est moi, mais c'est moi avec des gens avec qui je travaillais, Gilles Kayat, c'est moi avec ce que m'a appris Kappa. C'est pour ça que je dis, les choses se construisent. C'est moi parce qu'à l'époque, Bietri, le patron des sports, bah lui, il me connaissait de Canal.
Et il y avait plein de mecs autour de lui. Il y a des mecs qui ont dit, je vous dis, cette phrase, je me souviens très bien, il y a quelqu'un qui a dit, quand on a parlé de ce projet, on était 3-4 dans son bureau, et je leur dis ce que je veux faire. Et il y a un mec qui dit, c'est impossible. Je me souviens, il dit, c'est impossible, un footballeur, ça ne parle pas. En gros, ça ne s'est pas aligné 2 mots. Je le traduis un peu comme ça. Un footballeur, ça parle pas, tu vois, parce ils avaient l'habitude de faire des interviews. Les mecs ont la langue de bois, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas cette facilité, voilà. Donc, et Bietri, il a dit, je me souviens très bien, il a dit cette phrase, je m'en souviens très bien. Bietri, il a dit, comme ça, il a dit, non, mais lui, je le connais, tu le sors par la porte, il rentre par la fenêtre. C'est eux qui ont facilité les choses. Moi, j'ai juste dit que je voulais faire ça, mais eux, ils ont monté le truc, c'est-à-dire, ils m'ont mis en contact avec Aimé Jacquet, j'ai commencé à discuter avec lui. Aimé, voilà, lui, il était super ouvert. C'était quelqu'un, je le vois toujours, hein, je l'ai vu au début de l'été. C'est quelqu'un d'hyper généreux, d'ouvert, très football, très concentré sur son art, son travail. C'est un truc sérieux, le foot. Voilà. Tu ne gagnes pas la Coupe du Monde si tu n'es pas sérieux. Mais il était hyper généreux parce qu'il disait, les joueurs, ils ne s'en rendent pas compte, ils vont vivre un truc extraordinaire. Jouer la Coupe du Monde dans ton pays, C'est qu'il le dit souvent, ça, dans le... c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et lui, ce qu'il voulait, c'est Canal lui envoyait un mec qui allait faire un souvenir. Lui, ça lui allait. Il voulait juste que le mec s'intègre bien. Donc, il m'a un peu testé, tu vois, sur l'intégration, tout ça. Mais moi, j'étais capable de... Là, tu m'as mis dans le truc, je ne sors plus. Ouais, parce que du coup, au quotidien, j'avais lu à un moment donné où tu disais que tu étais là 20 heures par jour limite avec eux Ouais, et que tu arrivais. parfois plus, hein. Comment tu as réussi à justement les faire parler finalement? La méthode, elle est très simple, c'est la méthode de l'immersion, c'est-à-dire, enfin, de l'immersion, quand je dis 20 heures sur 24, ouais, parfois c'était. C'est-à-dire que j'étais là avec le premier au petit déjeuner et le dernier aux soins. Sachant que le dernier aux soins, c'est-à-dire les massages, les trucs, les machins, il y en a qui sont nocturnes, ils sortent, il est 2 heures du matin. Les premiers, ils arrivent à. Le premier doit arriver, genre, les flics du raid, ils doivent se réveiller à 6h30. Entre 2 et 6h30, il ne reste pas beaucoup de plus les coups de téléphone avec l'équipe, Endormi, quoi. les coups de téléphone avec l'équipe avec qui je travaille pour débriefer, machin et tout. Il te reste 2-3 heures de sommeil par nuit. Et parce qu'au final, on ressent à travers tes photos le fait que tu arrives à tirer le meilleur des joueurs. Au final, c'est comme si tu les as toujours connus. Tu arrives à capter l'émotion. Comment t'expliques ça? J'explique ça bah, le fait que moi j'étais là pour faire mon truc et pas pour être copain avec eux. Et puis, ils m'ont jamais vu être leur copain. Et ils m'ont jamais vu ne pas travailler. C'est-à-dire, ils m'ont toujours vu avec une caméra dans les bras. Ils n'avaient pas de temps de travail et de temps de pause. Je faisais des trucs avec eux. Par exemple, à la fin de l'entraînement, je ramenais un sac de ballon, par exemple, ou des piquets. Je faisais des trucs. Mais j'avais la caméra. Toujours, toujours, toujours. J'ai jamais loupé un entraînement. Toujours à la même place dans le vestiaire. Toujours à la même place. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, ils étaient habitués à ce que je fasse partie de leur entourage. On dit disparaître. Non, pas disparaître, mais intégrer. Ouais, pleinement. Intégrer. Et puis, ça, je m'attribue ça. Et puis ensuite, énormément de chance sur l'époque. C'est-à-dire, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas Les enjeux étaient pas... les enjeux du business tel qu'il est aujourd'hui et des agents, il n'y a pas les droits d'image tels qu'ils sont aujourd'hui. À l'époque, ils ont tous la même paire de pompes, hein. Il y a contrat Adidas, tu joues en Adidas, hein. Ouais. Non, mais c'est ça. Si, c'est vrai, alors qu'il y avait... Donc, c'est un autre monde. Et du coup, dans la même logique de Louis, parce qu'en fait, nous, on a forcément découvert ton travail avec les yeux dans les bleus, puis après avec les photos. La question, c'est, dans les photos, il y a une vraie émotion qui ressort. Donc, comme tu l'as dit, tu t'es complètement intégré au groupe. En gros, on comprend en fait au final qu'ils te disent, bah, viens tout le temps avec nous. En fait, t'es le bienvenu. Mais il y a des choses que nous, en tant que, enfin, on a regardé la Coupe du Monde, même après, etc. Il y a des choses qu'on aimerait bien savoir comment s'est passé de l'intérieur. Par exemple, on sait que tu as filmé, même que tu fais les photos de Zidane pendant le carton rouge contre l'Arabie Saoudite. Il rentre dans les vestiaires. Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui sera même plus possible, en fait, je pense. Mais genre, là, toi, comment tu vis le moment, en fait? C'est ça aussi qui nous intéresse et qu'on a un peu retrouvé avec les photos. 2 choses. Encore une fois, c'est Kappa.
Tu laisses ta famille, tes gosses, tes trucs, tes machins. Toute ta vie, elle est concentrée et consacrée au moment. Et on t'envoie dans des langues que tu comprends même pas, marcher dans la neige et même en bouffer, pour des moments de vie ultra puissants, de vie et de mort. D'accord? Et toi, ta vie, c'est d'être concentré là-dessus. On ne te demande pas ce que tu fais en dehors, tu n'as pas d'horaire de bureau, tu vois, on ne te demande pas, tu es dans une boîte, mais ton moment, bah, comme les joueurs, tu fais ce que tu veux. Aimé, il disait ça, il dit, faites ce que vous voulez, mais m'emmerdez pas. M'emmerdez pas, ça veut dire, prenez-vous en main, gérez-vous. Si je vous prends, c'est au moment du match, faites-le. C'est là que vous devez. Ben nous, c'était au moment du terrain. Au moment où les choses se passent, c'est l'instant T. Parce que tu peux toujours rêver dans la photo d'avoir du super matos. C'est pas le matos qui compte, c'est le mec qui fait les trucs. C'est au moment où tu le fais, le truc, au moment où tu dois y être, tu dois être collé, tu dois être au bon endroit, on s'en fout que tu es fin, froid, qu'il y ait des mecs qui te tirent dessus. Et C'est le moment. Donc quand Zidane, il se fait expulser, et moi j'ai conscience, je me dis, et puis je vois tout le monde. Je vois les cadres, les kinés, Zidane, parce que je le filme en plus. Je le filme quand il sort du terrain, je le filme. Je rentre dans le vestiaire et là, il y a des mecs qui laisse-le. Je vais, ça reste. Parce que là, c'est mon moment, moi. Moi, je suis entraîné pour ça. Et t'as pas peur du tout que Zidane il se retourne et qu'il dise. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va me dire, dégage. Il va me jeter une basket, mais même ça, je le filme. Même ça, je le filme. Non, parce qu'à contre-exemple, il y a l'exemple de Vicage Dorasso qui a filmé un peu de l'intérieur la Coupe du Monde 2006. Moi, les images sont jamais sorties. Mais quand il rentre après la finale qu'on a perdue, malheureusement, il sort sa caméra, il commence à filmer. Là, apparemment, il y a un ou deux gars qui sont allés le voir. Ils l'ont dit, ouais, là, par contre, c'est le truc de trop, quoi. Genre, je sens en fait qu'il aurait pu. Mais parce que lui, c'est un joueur. Ouais, parce que c'est le joueur, de par l'importance du match, tu sors, tu viens de perdre. Le premier truc auquel tu penses, c'est filmer. J'avoue que ça fait bizarre. Alors que toi, pour le coup, c'est vraiment ton taf, c'est que c'est perçu différemment. Moi, je me dis, ok, de toute façon, c'est mon cerveau, il peut pas, mon cerveau, il peut pas ne pas y aller. Parce que je te jure, je dors pas 5 jours après derrière si je le fais pas. Je deviens ouf. Je me dis, mais l'autre, j'ai Zinedine Zidane, le vrai, en vrai, que avant je le connaissais sur les photos, que là, devant moi, je le filmais, tout ça, je peux tout faire. Et là, je me suis chié dessus, je ne suis pas allé. Voilà, je fais une dépression, là, les gars. C'est intéressant de l'entendre. Ah ouais, je fais une dépression. Et en plus, je pense que c'est bien pour lui. Je pense que c'est bien pour nous, c'est bien pour. C'est bien. Et lui, il me calcule même pas, il s'en fout. D'ailleurs, sur les rushs, il y a un truc qui est super marrant, parce que la photo, elle n'est pas super, en vrai. Parce qu'il est un peu penché, il est sur sa trousse de toilette. Ouais, mais je trouve que ça donne un Mais, peu l'atmosphère. mais quand même, parce que j'avais la notion de, comme j'aime les photographes, j'aime les photos et j'aime le photojournalisme. J'adore même le photojournalisme, l'instant. Et je me disais, c'est Aimé qui m'a demandé d'avoir un appareil photo. Peut-être que moi, j'aurais jamais fait de photo. Peut-être que je me serais concentré sur le film et Aimé, il m'a dit, parce que lui, Aimé, il dit, ou c'est Henri-Émile. Henri-Émile, il me dit, parce que j'ai les trois devant moi, les trois boss, Tournon, la presse, et Henri-Émile, le second Jacquet, mais qui organise tout depuis Platini et Jacquet. Et Henri-Émile, il me dit, mais vous êtes combien? Je dis, je suis tout seul. Ah bon, t'es tout seul? Et j'ai un petit sac à dos comme ça, un petit SPAC là, et je dis, bah, tout est là. Et dedans, j'avais une caméra, là, j'appelais le fer à repasser, c'était les premières caméras avec des mini-cassettes là, un micro-canon et des batteries et des cassettes et basta. Juste ça. Et je dis, voilà. Et il me dit, avec ça, je dis, avec ça, je fais tout. Ah bon, d'accord, ok, d'accord. Et il me dit, mais et s'il y a le président de la République qui vient dans les vestiaires, tu peux faire une photo? Je dis, bah, bien sûr. Il n'y a aucun problème, je te fais la photo, moi. Le président de la République qui vient, il y a Chirac qui vient, je fais la photo. Vous mettez tous devant et je l'ai faite, la photo. Ils sont tous comme ça, je l'ai faite. Et ben, je suis allé à la FNAC, j'ai acheté un appareil photo à 25 francs, un Instamatic de rien du tout. J'ai juste fait gaffe à l'optique. J'ai pris un bon optique Olympus qui ouvrait à 1,2.
et c'est tout. Un truc avec une bonne ouverture et de la définition. Et le truc, il faisait, chaque fois que je faisais une photo, il faisait bzz, bzz, il passait à la deuxième. Tu sais, bzz, bzz. On aurait dit un dessin animé, le mec qui fait des photos. Pas discret, rien à foutre. Je faisais comme ça, j'étais avec ma caméra, je me disais, avec Zidane, j'étais avec ma caméra, je me disais, mais c'est Zidane. Je l'avais dans mon sac, je faisais ça, et je cadrais même pas quasiment, je faisais bzz, bzz. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant. Je cadrais même pas. À chaque fois, je faisais des photos comme je pouvais. Moi, je faisais un film. Les photos, les photos, c'était, je sais pas pourquoi, les photos, c'était comme un kiff, quoi. Le filmer, c'était un travail. Il fallait que je pense, que je construise, que je me dise. Je sais pas, je vous donne un exemple. Laurent Blanc marque le but en or contre le Paraguay. Si vous regardez la séquence, je construis. Qu'est-ce que je fais? Je suis là, je la connais pas sa femme, moi. Mais je sais que dans ma tête, je me dis, tu marques le but contre le Paraguay. Il y a ta femme, ils vont le voir. Moi, je veux le moment où il y a sa femme et il tombe dans les bras parce qu'il a sauvé il a sauvé l'équipe. Et je tombe sur lui, son fils, et il lui dit, qu'est-ce qu'il t'avait dit, papa? Et le petit, il dit, tu connais marquer un but pour moi. Mais je suis pas allé voir, j'y pense, je me dis, il marque un but. Après, je suis là, je filme les autres et tout, mais je suis là, j'ai l'œil là, là, et l'œil là, là. Et j'attends que sa femme, elle arrive. Donc tout ça, ça me prend une énergie de ouf. Après avoir dormi 2 heures. En fait, au final, le film. Et la photo, c'est pour le kiff. La photo, c'est, tu vois, ils sont là, ils rigolent, moi je rigole, je suis bien. Ils ont pris ma caméra, je peux même pas filmer. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais une photo. Parce qu'en fait, au final, Mais j'en ai qu'une, hein. J'ai pas fait 70. Bah ouais, 1 ou 2, parfois 2, mais je fais une photo, moi. Le président, il y en a 2. Ils sont avec Chirac, ils sont tous. Ouais. Mais celle-là, il y en a qu'une, hein. Oh, il y en a peut-être 2, je sais plus ça. Mais tu vois, en fait, au final, le film, c'est un truc que tu as un peu plus construit, que c'est un peu plus intellectualisé. Ouais. La photo, ça va être plus du spontané. Tu Ouais. dis, vas-y, là, je suis solo avec ces gars-là. Et puis en Ça me fait plus, marrer, j'y vais, quoi. je le fais et pour moi, pour mon côté, c'est Zidane, je peux pas ne pas le faire. Mais je le fais aussi pour eux, pour le souvenir. Tu sais, pour des photos pour eux. Et d'ailleurs, j'avais un pote qui est dans une agence, Tendance Floue, et qui lui me faisait des tirages chez lui. Parce qu'en plus, je ne pouvais pas les donner dans les labos, j'avais pas envie que ça ressorte, je sais pas où. Ah bah oui. Tu vois? Donc, il faisait des tirages papier et je les donnais aux joueurs pendant la Coupe du Monde. Je leur donnais des tirages, ils avaient des petites. Ah, donc ils en ont déjà eu alors. Ouais, ils ont des tirages parce qu'ils en ont foutu. Je sais qu'il y en a qui les ont gardés, les autres, je sais pas, ils avaient des tirages d'eux. Mais ils ne se rendaient pas compte. C'est le moment où ils font la Coupe du Monde. Quand je leur donnais un tirage, c'est comme si tu faisais une photo à un joueur qui ne fait pas de photo aujourd'hui, que tu lui envoies une photo sur WhatsApp, quoi. Ouais. Tu fais une photo avec ton iPhone, tu lui envoies une photo, ils s'en bat les couilles. Ouais, mais Lui, il pense qu'il faut un appareil gros. Lui, il pense qu'il faut un appareil gros comme ça, avec un photographe tu vois. Il pense pas que ta pauvre photo avec un iPhone. Et en fait, C'est ça qui crée l'authenticité et la beauté des photos. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que contrairement aux documentaires, les photos elles sont moins mises en avant. Nous, personnellement, moi je suis en 2001, donc forcément France 98, j'étais pas né. et ces photos-là, je les ai du coup pleinement découvertes cette année-là. Et je me suis dit, mais comment c'est possible? Des photos si belles, mais c'est ce souvenir de vacances limite. Et je comprends mieux avec tes explications pourquoi finalement c'est pas quelque chose qui a forcément. ça me détendait, ça me faisait plaisir. J'avais de la légèreté à faire ces photos. J'avais du plaisir. Puis en plus, honnêtement, je ne suis pas un très bon photographe. Je suis admiratif. Non, je suis admiratif des photographes. J'ai toujours admiré les photographes. Et j'ai jamais été un très bon photographe. On sortira le podcast après l'expo. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Le sujet, eux, sont magnifiques, sont jeunes, ils sont beaux, c'est des footballeurs. Parce que c'est un moment d'histoire aussi. C'est un moment d'histoire et tout ça. Mais en soi, les photos, tu vois, c'est pas Cartier-Bresson non plus, tu vois, ça va, c'est pas. Ah, tu fais un cadre dans le cadre, tu prends Voilà, après, comme tu disais tout à l'heure, il y a aussi la culture de l'instant, prendre le bon moment. Ça, c'est pas forcément. Ça se réfère à être un bon photographe, mais là, du coup, on parle de. T'as l'air qu'un bon dans le timing en général. Vous le voyez probablement dans la mode,
La différence entre l'œil des gens, oui, je sais l'instant, je sais l'énergie, je sais aller chercher l'énergie, tout ça. Même autour de moi aujourd'hui, j'ai des jeunes mecs au cadre, tout ça, épatés de la capacité créative de l'œil de certains. Et c'est assez kiffant en fait. Donc moi, j'essayais de jouer à être bon. Parfois, je fais des photos pour l'histoire. Je sais que je la fais pour l'histoire. Quand je suis en finale de la Coupe du Monde, je suis dans l'énergie du truc. J'ai envie de saisir un peu tout. Quand je fais le paperboard, je sais que je suis le seul au monde à faire ça. Que les joueurs, ils vont jamais y penser. Ils s'en foutent des Ouais, mais paperboards. c'est très cool. Quand on l'a vu, franchement, nous, on s'est dit. Ouais, ça c'est une super bonne On Le l'a idée. kiffé. paperboard avec truc, c'est. Et tu sais que quand on se retrouve encore aujourd'hui, c'est le même mec qui fait les mêmes paperboards avec la même écriture. Il te dit, là on était le 12 juillet, on était chez Zidane à Aix pour, au Z5 là et ben dans l'hôtel, il y avait marqué 8h30 navette machin pour tournoi de padel machin, 12h15 déjeuner, l'après-midi les matchs à 5, le soir apéro, enfin la même écriture, le même paperboard. Comment toi, parce que tu dis bon, que tu es quand même, t'es 20 heures sur 24, tu travailles, etc. On sent que tu es quand même vraiment concentré, mais il se passe des choses émotionnellement dans cette équipe. C'est-à-dire que nous, on a quand même la référence parce que Landry est un grand fan de R9 et on sait qu'en finale, eh ben, R9, on n'est pas certain qui joue. Quelquefois, dans tes photos aussi, on voit les cadres qui sont ensemble et qui ont l'air de se concerter. Comment, en fait, on la vit, en gros, cette émotion? Est-ce que c'est palpable? Genre, est-ce que tu arrives à mettre des mots là-dessus? Parce qu'on arrive à le retrouver à travers tes photos, parce que franchement, c'est ce qu'on s'est dit. Par exemple, il y a aussi la suspension de Remblandt en finale et tout. Genre, il y a aussi l'émotion, finalement, de la France pour cette équipe. Mais donc, les joueurs ont des émotions, elles transpirent un peu d'eux. Et toi, comment toi, tu le vois? Est-ce que toi, tu arriverais à nous les expliquer, à nous les dire? C'est assez complexe parce que en fait, il y a une espèce de décalage, contradiction, je sais pas, entre l'émotion du spectateur et la réalité des joueurs. Ah, parce que nous, souvent, on va penser à des trucs, mais pour eux, ça leur traverse même pas l'esprit. Parce qu'ils taffent, en fait. Parce qu'en fait, déjà, c'est des mecs qui jouent tous les 3 jours. Et même à cette époque, c'est quand même des footballeurs professionnels. Ils sont dans les grands championnats, c'est des grands joueurs. Zizou, il m'avait dit un jour, il m'avait dit cette phrase magnifique. Je lui ai rappelé il n'y a pas longtemps, mais il s'en souvenait plus. Toi, tu es plus vieux que moi, mais en fait, moi, je suis plus vieux que toi. Et je dis, je comprends rien à ce que tu dis. Moi, je pense comprendre ce qu'il dit. Et donc, il m'a réexpliqué, il m'a dit, toi, tu es plus vieux que moi, mais en fait, c'est moi qui suis plus vieux parce que le foot, Ça me bouffe, quoi. ça nous. T'es confronté jeune à des expériences Attends, déjà, où tu te déménages parfois souvent. ils se font démonter, et encore pire aujourd'hui. Parfois, tu vois bien que les médias, les trucs, on démonte un mec, il a 18 ans et demi, quoi. Toi, c'est un enfant, c'est des bébés. Franchement, Et même quand ils ont 22 ans, dans les entreprises, tu te fais pas démonter comme ça. Ouais, tu te fais engueuler, tu chopes des blâmes, des trucs. Mais eux, ils se font démonter sur. Place publique. Ouais, vas-y, change de sport, place publique. Tu vois, t'es la honte de la France, presque. Tu vois, Nasri, tiens, on parlait de Nasri. Tu vois, après, lui, son caractère, machin, nan. Bon, mais ils ont tué personne. Ah, donc en fait, ils sont habitués à se blinder. Quelque part, ils se blindent. Et après, ils discutent malgré tout entre eux. Il y a un moment dans Les Yeux dans les Bleus où quand Zizou il se fait expulser, il est au bord du terrain, il est allongé. Et il y a Blanc, je ne sais plus qui à côté de lui, ils sont à côté comme ça. Et c'est tout ce qu'il va dire. Hein. Il va pas laisser pencher, il va pas aller sur l'épaule du coach en disant oh, putain, je regrette trop, j'aurais pas dû mettre un coup de. Ça va, t'as cette espèce de salah saoudien là qui m'a titillé les chevilles pendant tout le match. J'aurais pas dû. Non, il va jamais dire ça, il va rien dire. C'est fait, c'est fait. Il va pas aller pleurer, tout ça. Ils vont même pas en débriefer, tu vois. Et il se retrouve au bord du terrain à parler avec les autres parce que la commission de discipline a. Et l'autre, il fait comme il fait. Là, il crache, il fait 2 matchs, enculé. Ouais, c'est tout ce qu'il va dire. Là, 2 matchs, c'est le pire, enculé. Voilà, il s'en fout. Il a la haine. Donc, ils sont concentrés sur le truc. Après, c'est la joie qui s'exprime. Tu gagnes, tu es joyeux, tu gagnes. Bon, au final, sur tes photos, on voit juste ces émotions-là. Souvent, c'est
la joie, on voit le partage, on voit Après, on a gagné aussi. un groupe qui vit bien finalement. Presque, ils sont plus émotionnels aujourd'hui parce qu'ils se rendent. Tu sais, A posteriori. a posteriori, parce que c'est comme les photos, elles prennent une patine, le temps, tu te rends compte, tout ça, et puis le monde est dur. Et eux, ils se rendent compte qu'aujourd'hui, j'ai eu Henri Émile tout à l'heure au téléphone, et ils se rendent compte que partout où ils passent, ils représentent quelque chose d'une époque, d'un moment où il y avait plus de légèreté, plus de, je sais pas, et que cette Coupe du Monde 98, elle incarne quelque chose. Ouais, Et avec le temps qui passe, elle incarne vraiment quelque chose dans l'histoire du sport français, même de la société. Parce qu'il y avait plein de trucs différents. On a eu plein d'espoir sur le racisme, sur la politique, sur. Tu vois? Ouais, je pense du coup ces photos-là, c'est vraiment le symbole de la France, euh, de par les sourires, de par même les couleurs qu'on peut voir, même l'esthétique, le style. euh, je trouve on est vraiment dans ce que tu dis là. C'est Ah un ouais. âge d'or en fait. Exactement. Bah, c'est la fin de l'âge d'or parce qu'en fait, c'est quand même Ah la oui, fin des 30 glorieuses, Ça- mais c'est qu'on ferme quelque chose. Ouais, parce que même, du coup, moi, mon premier souvenir, c'est 2006. Et même si pour moi, c'était trop beau. C'est marrant parce que cet été, j'ai regardé France 98, la finale avec mes parents. Et lorsqu'ils me le décrivaient, c'était justement limite cet idéal-là. On était allé le voir avec des copains. On l'a vécu comme ça. Tout le monde a un souvenir. J'ai vécu France 2018 à Londres avec des Français. Et du coup, tout qui ressortait, c'était ah bah regarde, nous on le vit bien, il n'y a pas de crasse, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. On vit le moment et ouais, France 98, c'est un idéal pour beaucoup et ça le restera pendant. 2006, c'était pas mal aussi. Mais je vous encourage à voir un autre film qui s'appelle Le Dernier Match. Ouais, ça, je vois ce que c'est ça. Le dernier match, ça, pareil, c'est Zidane. C'est au Real. Ouais. C'est le dernier match au Real, mais ça retrace toute sa carrière et Mais le mec le filme pendant, il ne lâche pas, la caméra ne lâche pas Non, mais pendant ça, 80 minutes. ça, c'est portrait du 20e. non, ça c'est pas ça. Ça c'est Portrait du XXe siècle. C'est une œuvre artistique sur Zidane, filmée avec des trop gros objectifs. C'est- Mais c'est pas du tout. Non, 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 mais c'est une œuvre. Enfin, il n'y a pas de Après, problème. franchement, enfin, moi, de tous les trucs que j'ai vus sur Zidane, lui, il est ennuyeux en vrai. Moi, j'ai pas kiffé de ouf, quoi. Moi, il y a un monsieur dont j'aimerais qu'on puisse parler, c'est Didier Deschamps. Aujourd'hui, pour moi, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Zidane, mais monsieur football français, pour moi, c'est Didier Deschamps. Et bon, il est toujours d'actualité aujourd'hui. Euh, Quel rôle il avait, parce qu'on parlait des cadres, on parlait des jeunes joueurs, quel rôle il avait? Et au final, sur les photos, on voit quelqu'un qui, aujourd'hui en 2025, dans l'imaginaire collectif n'est plus, on voit un monsieur cool. Ah, Pour mais il moi, a été jeune. ouais, Enfin, mais Enfin, Tu peux être jeune et pas cool. ouais, pour bon. moi, c'est un capitaine grave cool. Ouais, mais il est. Ah bah oui, bah, de toute façon, il est joueur. De toute façon, c'est un gros déconneur, déjà. Mais ça, tous, ils aiment bien rigoler, quoi. Ça, donc, c'est un gros déconneur. C'est un gros chambreur, un gros déconneur. Il aime bien rigoler, c'est un bon vivant. Franchement, c'est un bon vivant, ultra sympa. Mais c'est un vrai capitaine. C'est un vrai capitaine. C'est un boss. Moi, je l'analyse comme ça. Parce que il y a toute une génération de joueurs. Dans les photos, vous regarderez les photos, à la lumière de ça, il y a eu un tournant extrêmement fort. Tiens, je vous pose la question. Pendant cette Coupe du Monde, il y a eu un moment, un match hyper fort qui change tout. Croatie. Non, 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 c'est contre l'Afrique du Sud. non. Non? Bah, parce que contre l'Afrique du Sud, Ah, c'est le penalty, enfin, les penalties c'est l'Italie. Pourquoi l'Italie? Parce que l'Italie, c'est l'Italie. C'est Tu as le tous les grands joueurs, Zidane, Thuram, Deschamps. Deschamps, J'en ai- Blanc, Candela, Bogossian. Ils sont 6, 7 ou 8, je ne sais plus combien, à jouer en Italie le championnat italien qui est le meilleur championnat du monde. C'est le meilleur championnat du monde à l'époque. C'est le championnat le plus dur. Et battre les Italiens, c'est le truc le plus dur au monde. Il y a le Brésil, ça flambe. Mais le Brésil, c'est toujours haut, bas, machin, tout ça, nanana. Et puis, dans les équipes européennes, le championnat le plus dur, c'est le championnat italien. C'est pas l'Angleterre ou l'Angleterre, ça n'existe pas à l'époque, hein.
Donc, l'Angleterre, c'est un montage économique. Enfin, l'argent a. Mais c'est vrai, Ah ça, oui, non, mais enfin, moi je suis grand fan de Serie A, donc l'argent a afflué. On fait un super spectacle. Il n'y a pas de problème. C'est génial. Il y a les grandes équipes et tout. Mais à l'époque, c'est les Italiens. Et donc, une fois qu'ils ont battu les Italiens, là. ils sont libérés. Et là, ils sont. Tu vois. Ouais, Et, peut-être, c'est et Didier Deschamps, il a appris le côté tactique. Enfin, moi, je connais rien en tactique, hein, donc je dis ça parce que je l'ai entendu dire, hein. Ah, mais tu vois, ça c'est intéressant, c'est ça qu'on veut savoir aussi. Ouais, c'est pas moi j'ai regardé les matchs et comme ça j'ai fait putain, il est fort tactique Deschamps. Non, j'ai rien du tout, hein. Moi j'ai rien fait de ça. Moi, Didier Deschamps, je les ai entendus parler. C'est-à-dire que il travaillait, même Thuram, j'entendais, il parlait en Italie, au Milan AC, au ceci, cela. Tu vois, De Sailly, au Milan AC. Tu travailles le catenaccio, la tactique, tu es fort, tu gagnes les matchs, quoi. Et ils arrivent avec cette mentalité, c'est des tueurs. Et là, ils se retrouvent contre les Italiens. Et c'est pas pour rien que ça va au penalty, je pense, tu vois. Ça va au penalty, les Italiens, ils ont une ou deux occasions pour marquer, les Français aussi, ça va au penalty. Et Candela, il Baggio qui tire et il va mettre une mine hein, au-dessus. Et l'autre, il met une mine au-dessus. Il le connaît, il joue dans la même équipe, il sait qu'il va mettre une mine. Et au-dessus, il va mettre une mine au-dessus. Et hop, il le fait. Mais ils les connaissent. Et une fois qu'ils sont libérés des Italiens, là, c'est. D'ailleurs, si vous regardez bien le film, c'est le premier moment où je rentre sur le terrain. Parce qu'avant, j'ai pas le droit d'être là, hein. En vrai, j'ai jamais le droit d'être là, hein. Donc, ça, c'est pareil, j'ai pas d'autorisation pour faire ça. c'est ouf. Sur les stades, j'avais aucune autorisation. Les accréditations, je pense. c'était Zéro. pas- J'avais le droit d'être avec l'équipe de France dans le vestiaire, mais parce qu'ils savaient pas ce que je Donc foutais. tu passais dans le staff incognito. Ah, et j'étais staff incognito. Et il y avait T'étais même en le. survêt et tout? Ah, j'étais en survêt et tout, mais j'étais staff incognito. Et j'avais pas le droit de filmer. Ok. Donc, quand j'étais là, j'avais la caméra cachée. Et quand, à la fin, j'ai dit, là, c'est trop beau. Et là, je suis sorti, je suis sur le terrain, je les ai filmés en transe sur le terrain après l'Italie. Mais avant, je ne le fais pas. Parce qu'avant, j'ai pas envie de me faire choper. Là, je dis, là, c'est l'occasion. Je me fais choper, on verra. Mais là, c'est trop beau, je le fais. Mais direct après, hop, le temps que je fasse mon plan séquence et tout, hop, je rentre la caméra et dans un sac avec quoi je suis dans un coin du vestiaire. Et hop, terminé. Ils n'ont pas eu le temps de réagir. Et les flics, ils étaient avec moi, la police, les flics, le raid. Quand il y avait un mec de la FIFA qui venait au vestiaire, il y en avait toujours un devant la porte. Quand il y avait un mec de la FIFA qui allait arriver, il voyait les officiels qui arrivaient. Le mec, il ouvrait la porte et disait Steph. Ça voulait dire attention. Quand on voit cette équipe, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui, par la suite, sont devenus des légendes de l'équipe de France. Je pense à Henry, Trezeguet, enfin, Pires, tous ces gars-là, c'est des noms qui restent, quoi. Mais à cette époque-là, vu qu'il y en a plein, c'est un peu des rookies. Est-ce qu'il y a vraiment une grosse hiérarchie en équipe de France? Est-ce que là, tu parlais de Deschamps qui ressortait, qui était le capitaine, le leader, mais est-ce qu'il y en a d'autres et qu'on ne soupçonnerait pas? Les cadres à l'époque, c'est évidemment Deschamps, Blanc, euh, De Sailly. De Sailly, mais peut-être moins technique, mais avec une grosse présence. Enfin, moins technique, pas lui, je veux dire moins dans. C'était Deschamps qui organisait les choses et Blanc. Et après, il y a un vrai leader, c'est Zizou. Même s'il ne parle pas, lui, il n'avait pas besoin de parler à l'époque. Même à l'époque, il ne parle pas, mais Ouais, mais c'est leader technique. c'est un Ça leader. passe par- Il y a quelque chose qui s'impose de manière naturelle. ça va être mauvais. Déjà, Après, cette époque-là, alors. il y a d'autres types de leaders. Djorkaeff, non? Djorkaeff aussi, mais Tu vois, un Barthez ou un truc comme ça, pas du non, Barthez, c'est un mec ultra sympa, ultra fort à l'époque, et très spontané. Donc lui, c'est un puncher. Il dit allez les gars, tu vois, voilà. Mais c'est pas lui qui décide de trucs. Il y a des mecs qui mettent voilà cette énergie. Il amène une énergie, mais par exemple Petit aussi amène une énergie parce que lui il a eu une trajectoire plus contrastée avec l'équipe de France. Il y a des moments où il n'était pas là, etc. Mais le mec est là, quoi. Et t'as pas 12 mecs. Lama, il joue pas, Ouais, mais c'est un cadre. C'est dur à avaler pour lui. En plus. Ouais, tu vois, c'est un mec bien, tu vois, parce que le gars, il
il n'est pas resté dans son coin à faire la gueule. Tu vois, il encourage, putain, il porte truc, il conseille les jeunes, les Thierry Henry, les Vieira, tu vois. Alors, tu parlais des équipements. Là, vu qu'ils sont sous Adidas à l'époque, en l'occurrence, ce qui est marrant, c'est que maintenant, c'est des choses, enfin, c'est des codes que notre génération comprend, tu vois. Genre là, ils vont voir les tenues, les baskets, machin, ils vont direct se référer à un truc qui leur parle. Mais à l'époque, pour les joueurs, c'est quoi le lien qu'ils ont avec les équipements? Genre, est-ce que c'est un truc où ils y tiennent, genre ils regardent les maillots, ouais, il est cool, les survêtements, etc. Est-ce qu'ils ont une accroche avec ça, ou ils sont quand même distants? Parce que c'était quand même assez nouveau, je pense. Non, ils ont une accroche avec ça. Ok, donc ils sont contents de ce qu'on leur file, etc. Parce que là, de nos jours, moi je le vois avec mes clients, genre les survêtements du club, les trucs d'entraînement, ils en ont rien à foutre, tu vois. Genre, c'est pas un truc qui les intéresse de ouf parce que c'est devenu Ouais, mais... la normale en fait. Et en fait, ce qui est marrant à cette époque-là, c'est que c'est un peu mais c'est l'équipe de France. ça. Ouais, c'est ça aussi. Et il y a ça, t'arrives, t'es un joueur, t'arrives, T'as tout. Moi, j'ai une anecdote avec ça, même pour moi. T'arrives, t'as 2 gros sacs Adidas comme ça remplis, avec tout, les chaussettes, les chaussures, les claquettes pour aller à la douche. Il en parle d'ailleurs dans les- le documentaire, je crois que c'est Thuram qui en parle. Ouais, et il Il dit, dit, t'es content, tu viens qu'une fois en équipe de France, tu prends les sacs, après tu reviens plus. voilà, c'est une blague, tu vois, mais oui, c'est oui, si, quand même, il y a puis la fierté de l'équipe Mais de Pierre France. Calulu disait que c'était aussi un truc où. Je crois que c'était Calulu qui avait Non, dit- c'est Val. C'est Val. Parce qu'il allait une fois en espoir, Voilà. ils lui ont donné le fameux sac. Il a tout gardé. Et genre, il le lâche pas, c'est trop important pour lui parce qu'il se dit c'est l'équipe de France. J'y étais une fois et ça le rattache à ça, même si là il y sera plus. Mais ouais, c'est que ça. Valentin Rosier, il joue à Osasuna là, maintenant. Et en espoir, il a été en équipe de France. Ils avaient peur de R9 ou pas? Ils ont peur de. Non, ils ont peur de personne, hein, je pense. En fait, les grands joueurs, ils aiment les autres grands joueurs. J'ai remarqué ça, c'est-à-dire. Même moi, j'ai entendu une fois pour un match Zizou au Real. On était allé voir un match avec ses frères. On était parti à Barcelone voir Real Barcelone. Et c'était la pleine explosion de Messi. Ah oui, c'est quand le Barça il gagne 5-2 ou 6-2, non? Je sais pas, en fait, je sais pas. En tout cas, c'était Stratosphérique. Quoi. Messi, il me semble que stratosphérique. Mais surtout, Zizou, il en parle de ça. Et il parle et moi je le filme. Hein. D'ailleurs, c'est dans le dernier match. D'accord. C'est dedans, je pense. Ouais, c'est dans le dernier match où il dit. Ses frères se foutent de sa gueule. Il dit attends, il va te mettre des petits ponts. Tu vois, il dit ah non, mais moi, il va rien me faire du tout. Parce que moi, s'il va à gauche, je vais à droite. S'il va à droite, je vais à gauche. Ah, mais oui, mais je la vois cette séquence. Il dit ah non, mais moi, j'y vais pas. Le gars, il est trop fort. Toi, Zizou, il dit pas ouais, non, non. Zizou, il dit non, mais le gars, il est trop fort. Moi il va me mettre à l'amende. C'est l'humilité aussi du. En gros, il dit ça, c'est l'humilité. Il te dit, tu vois, ils aiment les grands joueurs, ils jouent contre des grands joueurs, ils aiment les grands joueurs. R9, c'est un grand joueur, voilà, il ne se pose pas la question. Mais après, tu mets des stratégies en place pour pour le contrer. Ronaldo en finale, ben, c'est dans le film, ils disent C'est pour ça que j'en parle, parce que dans le film, de ça, il dit oh, je peux pas le laisser faire, ou Thuram. il dit, ah, c'est un magicien, clac, 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 et tu spoulais le ballon, t'es mort. Ouais. Mais c'est Donc pour ils ça savent très bien que le danger vient de lui et Non, mais je voulais savoir en fait si R9 avait réussi à inspirer une peur comme Messi a pu le faire pendant sa carrière. mais bien sûr. Ok. Mais Parce que Messi. s'ils ont peur, il faut pas qu'ils soient là. Ouais, mais en fait, quand je dis une peur, c'est pas une peur méga négative où le gars il veut pas. Tu as du respect en fait. C'est plus se dire putain. Et tu mets des stratégies en place. Et là, les stratégies, c'est ils en parlent avec le bœuf qui doit le prendre. Et le résultat, c'est qu'ils l'ont bien pris, en gros. Ouais, bah après, il arrive malade. Oui, peut-être, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben, J'aime trop le Brésil. Enfin, surtout R9. J'aurais aimé être là. C'est l'expo. J'étais là à l'expo. mais Zizou, il dit, hein, c'est un des plus grands joueurs avec qui il a joué. Il a adoré jouer avec Ronaldo. Et il dit, Ronaldo, il est trop fort. Mais Zizou, il a jamais dit, j'en entends jamais dire moi, jamais. Lui, il te dit, oh, lui. Oh. Ouais, bah, quand il y en a qui lui posent la question s'il s'estime parmi les meilleurs joueurs de tous les temps, il dit ouais, mais bon, pas dans le top 10. Genre, il s'estime. Non, mais parce qu'il sait que ça sert à rien de répondre. Tu vois, De toute tu façon, dis. il y a pas de classement officiel, hein. C'est subjectif, chacun sa sensibilité, quoi. Mais,
Moi, par exemple, je lui ai déjà dit ça. Un jour, pour le dernier match, c'est comme ça que ça s'est fait le film, je jure que c'est vrai. Il avait quitté l'équipe de France. Voilà, il avait pris sa retraite internationale. Retraite. Mhm. Et Zizou, quand il fait un truc, quoi. Tu vois, j'ai l'habitude, il dit un truc, il le fait. Bon, après, il est revenu quand même. Ouais. Attends! Un matin, je suis chez moi, tranquille, il y a RTL qui appelle, et je suis en direct, ou RMC, je sais plus, il dit oui, bonjour, on peut vous parler? Je dis ouais, parce que Zidane a annoncé son retour en équipe de France, et moi, comme un con, je dis ah, bah, ça m'étonnerait. Il avait annoncé, mais moi, je savais pas. Moi, je dis ça m'étonnerait, tu vois. Je dis ah, bon, d'accord. Bon, il revient en équipe de France et il est convoqué pour aller à Clairefontaine. Moi, je prends ma bagnole, je lui dis, je vais le chercher à l'hôtel, et c'est moi qui l'amène à Clairefontaine. Et je lui dis, il faut que je te parle. Je suis dans la voiture. Et moi, je lui dis, voilà, je suis emmerdé. Et lui, il dit rien, hein. Je conduis, lui à côté, il me dit, voilà, je suis emmerdé, voilà. Toi, tu es un des 5 plus grands footballeurs de l'histoire du foot. Et moi, je te connais. Et là, tu annonces que tu rentres en équipe de France. Et comme moi, je te connais, ben, je me dis, il faut faire quelque chose. Mais je sais pas quoi, hein. Mais il faut faire quelque chose. Et il me regarde, il me fait, d'accord. On peut s'arrêter sur ça. Du coup, le dernier match. Et du coup, on a fait un film. Bah écoutez, messieurs, je pense que Merci. on a dit la majorité. Merci pour ton temps. On va laisser la galère. On a appris de nouveaux trucs. Ouais.